Le moteur de changement, c'est ça, c'est vraiment ne plus pouvoir charger des animaux dans la bétaillère pour les envoyer à l'abattoir. Moi, il n'y a plus de raison que je continue mon élevage, étant donné que pour moi, tu étais la première que j'ai eue, tu seras la dernière aussi. La filière du poulet de chair incarne ou cristallise les limites de la production animale industrielle. Parce que le prix de la viande à bas coût, il est colossal. La mission du Fonds Bestiole est double. La première, c'est celle de soutenir la protection des animaux d'élevage. Rien qu'en France, ce sont 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour. La deuxième mission, c'est celle de mettre en lumière la souffrance liée à l'élevage, celle des ouvriers d'abattoir, celle des éleveurs. Et ces souffrances-là, qu'elles soient physiques ou psychologiques, elles méritent aussi d'être reconnues car elles font partie globalement d'un système néfaste pour l'animal, mais aussi pour l'homme et pour l'environnement. La philosophie du Fonds Bestiole, c'est vraiment de porter en lumière tous ces témoignages. L'idée, c'est de donner la parole au terrain. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse avec le comité Bestiole pour rencontrer Virginia, qui est la présidente du sanctuaire Coexister. Ici, elle recueille des animaux. Et pour nous, c'est important de rencontrer justement nos lauréats, de découvrir leur quotidien, de pouvoir prendre du temps. On est nous, ça va très bien, mais avec les nouvelles personnes, ils se disent « Ouh là là, c'est trop chouette, je vais pouvoir confronter des gens, voir s'ils résistent. » Le sanctuaire Coexister est né en 2019 d'une utopie à la base, mais que j'avais envie de rendre vraiment très réaliste. C'était de montrer comment concrètement on sort du rapport d'exploitation avec des animaux qui à la base servent à la rente, à la rentabilité. Comment on le fait sur le terrain et quelles solutions on peut construire avec les animaux, mais aussi avec les éleveurs-éleveuses qui aimeraient se reconvertir. Il y a une détresse psychologique, financière, sociale chez les personnes qui pratiquent l'élevage. Très souvent, elles sont isolées. Et donc, pour ces personnes, des fois, c'est difficile de trouver des ressources suffisantes pour avoir le courage de changer. Et c'est là, en général, qu'on intervient. Et tout d'un coup, elles se sentent moins seules, vraiment accompagnées et soutenues. Ça, c'est vraiment très nouveau pour elles. Et ensuite, nous, on les met en lien avec d'autres personnes qui ont pratiqué une reconversion aussi et qui vont pouvoir les soutenir moralement. Fortuna, en fait, elle vient de cet élevage qui est extrêmement négligent de manière générale dans son fonctionnement. Et à force d'être gardée à la tâche dans des conditions insalubres, en fait, ses pieds arrière ont développé des ulcères et des abcès très très nombreux qui n'ont pas été soignés. Quand j'ai été la chercher, c'est une vache qui tenait pas, qui pouvait pas ni marcher ni rester debout. Et elle avait vraiment la peau sur les os. Mais comparé à son jour d'arrivée où elle était vraiment rachitique, elle a pris beaucoup de poids, elle s'est musclée aussi depuis qu'elle est arrivée ici parce que maintenant elle marche. Son histoire, elle est très révélatrice du rapport d'exploitation qu'on a habituellement avec les animaux. Accompagner des éleveurs et des éleveuses dans leur reconversion, c'est s'adapter vraiment sur mesure à leur personnalité, leur temporalité, leurs aspirations et les capacités de leur ferme, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un modèle préétabli. Je vais toujours les rencontrer sur place pour la première fois. La seule ligne directrice qui est imposée à tous les cas de reconversion, c'est la fin de l'exploitation animale sous toutes ses formes, toutes les espèces et toutes ses formes. Alors Gila, elle, c'est une truie issue d'un laboratoire. Elle était utilisée comme truie reproductrice dans un labo, donc pendant 2 ans et demi. Elle a donné naissance à plusieurs portées. Pour une truie d'élevage ou de laboratoire, c'est déjà un âge auquel, en général, elles sont cassées physiquement et psychologiquement. Quand j'étais la chercher, c'était vraiment une truie qui était pleine de joie de vivre, mais pour le coup qui avait déjà un corps extrêmement fragilisé par ces années de détention sur du béton. Elle fait partie des plus fragiles du groupe là. Depuis 2021, il y a 25 éleveurs-éleveuses qui nous ont contactés, et en Suisse et en France, qui envisageaient une reconversion, qui se questionnaient sur leur parcours. Maya, c'était une vache brusque et pas très sociable à l'époque. Hein. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Et parmi ces éleveurs-éleveuses, on a Stéphane qui était le premier. Stéphane Beau qui était le tout premier à nous contacter pour effectuer cette transition. Et donc Stéphane qui était l'ancien éleveur de Maya. On avait une micro-ferme pour pouvoir vivre en autarcie.
Et puis de se dire, bah, finalement, ce qu'on va faire, on va élever des bêtes, des animaux, et puis ces animaux, on va les respecter, on va les aimer, on va les carajoler, et ça va nous faire de la bonne viande. Puis ça, j'ai fait ça pendant 17 ans. Sauf que quand tu dois aller les amener à la boucherie, c'est 4 heures le matin. Eux, ils sont pas du tout dans leur rythme. Et puis, ils sont de ton stress, quoi, parce que c'est pas une journée comme toutes les autres. Hein. Sauf que ce jour-là, les cochons étaient beaucoup trop gros parce qu'ils avaient beaucoup plus profité que d'habitude. Et puis la machine, la marmite, où on pèle les cochons, quand on levait les poils, elle était trop petite. Du coup, ils rentraient pas dans la marmite. Alors j'ai dû aller dans un abattoir industriel. Mais ça fonctionne pas du tout la même chose. Ils tuent 300 cochons à la fois. On ouvre les portes, parce qu'il y a des énormes portes pour les mettre dedans. Et ces portes sont pas fermées jusqu'en bas. Il reste encore un petit espace, quoi. Et là, je vois sur les 300 cochons, je vois les 3 à moi qui passent le museau comme ça, puis qui t'appellent, quoi. Je dis, mais... Ouais, non, c'est pas possible, quoi. Non, parce que tu fermes les portes et tu te casses. Et tu sais que quand tu viendras les récupérer, c'est en carcasse, et puis ça s'arrête là, quoi. J'ai refermé la bétaillère, puis je dis, c'est terminé, ça, je ne vais plus jamais tuer de cochon, quoi. C'est pas possible. Puis on a pris rendez-vous, on s'est rencontrés une après-midi, puis finalement, moi je baisse assez vite la garde. Et puis du coup elle me dit, mais boulangerie végétale. Je dis, boulangerie végétale. On va aller regarder à gauche à droite, en l'occurrence à Berne, il y a une boulangerie végane qui s'appelle Bakery. Je t'emmène, puis on va goûter. Je dis, allons-y, on verra bien. Le moteur de changement, c'est ça, c'est vraiment ne plus pouvoir charger des animaux dans la bétaillère pour les envoyer à l'abattoir. Ça, c'est le point commun de toutes ces personnes. Et à partir de là, c'est vraiment le courage d'oser changer, d'oser être un moteur dans un projet qui est innovant et qui va peut-être chambouler les codes d'une famille bien établie, par exemple. Maya, elle, c'est une race d'airain. Croisé limousin, ce sont 2 races dites pour la viande. C'est 700 kilos de muscles et de chair. Maya ? Voilà. Bonjour. Quand tu retrouves tes animaux dans un sanctuaire comme ça, tu te dis, j'ai presque attendu trop longtemps. Un animal, tu arrives, tu l'élèves, tu l'aimes, tu vois, tu le caresses. Ça va pas changer, hein. Je les caressais la même chose quand ils étaient à l'écurie. Et puis à un moment donné, une fois qu'ils te font confiance, parce que pour les amener à la boucherie, il faut qu'ils te fassent confiance, tu vois. Alors une fois que tu as gagné cette confiance, tu les remercies en leur mettant une cartouche ici. Si j'avais pas connu Virginia, ou si je savais pas qu'il y avait des sanctuaires, actuellement, elle serait plus là. Elle serait pendue à crochet dans une chambre froide. Donc, tu n'es plus la personne que tu devrais être. Ça veut dire que tu dois te mettre des œillères, tu dois te fermer. Et après, quand tu peux placer tes animaux, quand tu peux faire ce que tu as envie de faire, tout cet émotionnel, il ressort. Ce qui fait que tu pleures tout le temps. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein. Pour moi, c'est une deuxième vie. Je peux m'exprimer, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de montrer mes sentiments. Je préfère nettement mieux mon nouveau moi que celui d'avant, quoi. Pour plein de choses. Pour faire ce travail de reconversion, on va agir sur différents plans. Le soutien moral que j'apporte, il est donné bénévolement, en fait. On va mettre en place tout ce qu'il faut pour mettre en lien les bons partenaires avec les projets de reconversion. Des fois, durant les premiers temps d'activité, de la nouvelle activité, on va lever des fonds différemment, par le biais des fondations ou des crowdfunding, mais vraiment pour le démarrage. J'insiste là-dessus. Le but, par contre, c'est que toutes ces anciennes exploitations deviennent pérennes financièrement à terme. Avoir la chance de passer plusieurs jours dans ce sanctuaire, de coexister avec du temps, avec Virginia, voir ce merveilleux objectif qui est le sien, d'également se développer en France, de pouvoir accompagner ces éleveurs qui voudront faire une révolution copernicienne, qui viennent vers elle, qui ont besoin de son aide, et elle qui sait, pour chaque personne, s'adapter, pour chaque personne, imaginer un parcours différent. Je suis convaincue que c'est une vraie chance.
On a vu aussi Stéphane, qui est l'éleveur qui s'est converti en boulanger végétal. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est sa sincérité. Il ne fait pas semblant, il était vraiment marqué par son expérience et qu'il a vraiment désiré cette reconversion et je trouve ça admirable. Je pense qu'aujourd'hui, les éleveurs sont dans un moment compliqué. Certains ont changé un peu de point de vue par rapport à leur métier, mais ils ne savent pas par quelle boule prendre. Ils sont pris dans des contraintes économiques extrêmement fortes. Et c'est là où, ici, c'est un lieu qui donne de l'espoir. Pour continuer à se déployer, coexister autant en Suisse qu'en France a besoin de, je dirais, 3 choses très concrètes. La première, c'est le bouche à oreille dans le milieu agricole, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut toucher le plus facilement les personnes du milieu agricole. La deuxième chose, c'est les relais médiatiques. Ce serait super qu'on puisse accéder à des médias plus vastes qui pourront toucher en fait directement les agriculteurs et agricultrices qui regardent de temps en temps la télé s'ils ont le temps. Le soutien du fonds Bestiole, très concrètement, il nous permet de financer tous mes trajets qui se passent en France actuellement, que ce soit pour donner des conférences sur la thématique de la reconversion ou rencontrer les éleveurs-éleveuses en reconversion. Le fonds Bestiole, pour la partie française, nous permet vraiment de déployer ça sereinement. À côté du programme Explorateur, nous avons imaginé un programme différent qui récompense des initiatives ponctuelles ou naissantes. C'est le cas de Axel, qui est journaliste scientifique et qui a fait une grande enquête sur l'industrie du poulet. Et elle est en train justement d'écrire un livre. Nous allons l'accompagner dans la diffusion de son ouvrage. Donc je m'appelle Axel Pléus-de-Bror, je suis journaliste et c'est vraiment pendant mon cursus à l'École supérieure de journalisme de Lille que j'ai voulu me spécialiser en journalisme scientifique. Avant les années 50, on avait des poules pondeuses, on avait une consommation très faible et réservée à des occasions spéciales de la viande de poulet. Ça change radicalement à partir des années 50 où en fait on a littéralement l'invention d'un tout nouvel animal que moi j'appelle le turbo-poulet. En France, c'est près de 800 millions de poulets qui sont abattus chaque année. C'est une filière qui a réussi à imposer un marché qui plaît, effectivement. Et à la fois, pour moi, la filière du poulet de chair incarne ou cristallise les limites de la production animale industrielle. Parce que le prix de la viande à bas coût, il est colossal. C'est des animaux qui atteignent des limites physiologiques à un âge extrêmement précoce. Ils grossissent très vite, et comme ils sont optimisés pour la croissance musculaire, les autres fonctions biologiques, comme la solidité osseuse, fait que parfois ils sont plus capables de se déplacer jusqu'à la mangeoire ou jusqu'aux pipettes d'eau, et qu'ils vont mourir de faim, de soif, de ne plus pouvoir s'alimenter, pouvoir marcher en fait. Donc c'est des oiseaux qui sont réduits vraiment à des supports à viande. Le poulet commercial moderne n'a plus grand-chose à voir avec son ancêtre, la poule de jungle ou le coq doré sauvage. Et pourtant, ça reste des oiseaux avec des besoins d'explorer, de se percher, de picorer le sol, toujours bien présents. Ce modèle-là, c'est ni la faute des éleveurs, ni la faute des consommateurs, c'est un choix de filière qui s'est imposé. C'est la filière la plus gourmande en soja et c'est une filière responsable de déforestation importée. C'est de la déforestation importée qui arrive directement dans nos assiettes. D'autres choix peuvent être faits pour donner une autre trajectoire à la filière dans les années et les décennies à venir. Ce qu'essayent de faire les associations, c'est de créer une dynamique collective pour que le changement se fasse à travers toute la filière, de l'amont à l'aval, pour transformer radicalement la production de poulet vers un système moins intensif. Ce mouvement-là s'est rejoint autour d'une position commune, un cahier des charges qui s'appelle l'European Chicken Commitment, qui est adressé aux entreprises de l'agroalimentaire, donc aussi bien à la grande distribution, aux producteurs, aux chaînes de restauration, en leur disant, à échéance 2026, vous vous engagez à ne plus produire ou vendre ou vous approvisionner ou utiliser des poulets à croissance rapide. On voit ce qu'on appelle la viande spaghetti, donc ça c'est une myopathie, une maladie du muscle qui touche uniquement les poulets à croissance rapide. Et on voit bien que la viande se détache en faisceaux musculaires. Là, si je l'avais dans la main, je pourrais détacher des faisceaux un peu comme un effet de spaghetti.
Donc j'ai rassemblé une équipe de journalistes européens pour comprendre les enjeux de la filière à travers l'Europe. C'était indispensable, dans le cadre de notre enquête, d'aller à la rencontre de tous les acteurs qui façonnent l'avenir et la trajectoire de la filière poulet de chair. Donc aussi bien les acteurs de la filière en elle-même, mais aussi les personnes qui essayent de l'influencer et de la faire aller notamment vers des modèles moins intensifs. J'en fais un livre qui fait un peu la synthèse de ce que j'ai appris, de ce qu'on a appris collectivement dans le cadre de cette investigation, pour comprendre déjà comment on en est arrivé là, les motivations qui sont des motivations de rationalité économique, d'efficience de la production, qui ont amené des conséquences délétères à la fois pour les animaux, mais aussi en termes environnementaux ou de santé publique liés à l'utilisation des antibiotiques. Donc c'est vraiment ce portrait total de ce produit de consommation à la fois très populaire et méconnu que j'ai rassemblé dans mon livre. Avec le soutien du fonds de dotation Bestioles, je vais pouvoir diffuser les résultats de cette investigation au plus grand nombre, médiatiser les messages clés et faire exister ce débat de filière avec le plus d'acteurs possible. L'approche de Bestioles, c'est une approche qui vise de différentes manières à reconnaître qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans l'élevage et de soutenir des initiatives, soit qui expliquent, soit qui dénoncent, soit qui encouragent de nouvelles pratiques. Et c'est ça qui me plaît. Il y a plein de façons d'agir et de reconnaître et d'apporter de la reconnaissance. Et je pense que c'est ça, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut être, il faut soutenir les initiatives innovantes en les récompensant parce qu'au-delà de l'aspect financier, du soutien financier, il y a aussi la reconnaissance, le prix. Ça peut vraiment donner de la force aux jeunes qui veulent s'engager. La démarche du fonds Bestioles, c'est vraiment d'aller dénicher un élan chez des hommes et des femmes qui mettent vraiment toute leur énergie au service d'un changement de regard, d'un changement dans la société vis-à-vis du sort de ces animaux de ferme et des humains qui se trouvent sur leur chaîne d'exploitation et de mettre en lumière la souffrance qu'il peut y avoir de part et d'autre, du côté des humains comme du côté des animaux.